Coucou, t'es super réactif, t'es là en 1 minute 20 depuis le début du live, c'est impressionnant. Tu vas bien? Ah oui, non, je vois ça. Ça va, tranquille. Je suis juste en train de prévenir sur les réseaux que je passe en live. Puis comme ça, si jamais il y a deux, trois personnes de plus qui veulent venir, ça laisse un peu de temps. Si jamais tu veux retweeter ou faire venir des gens, bah, je t'en prie. Effectivement, je vois ça. Ça fait plaisir de refaire des lives et de te voir. Ok, attends. J'ai envie de dire, à ce compte-là, je vais mettre, voilà, comme ça. Et puis ça spoil un petit peu le... Ah non, ça non, tais-toi. Bon, ça va qu'il était normalement pas activé, j'espère. Coucou. Ça spoil un peu, du coup, le sujet de ce soir, mais c'est pas grave. Oui, bah je sais, je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure. Alors, je vais m'ouvrir juste le chat de côté pour pouvoir garder un aperçu sur ce que vous dites. Voilà. Et du coup, est-ce que tout bêtement, est-ce que ça marche? Oh, oh, c'est génial. Je viens de trouver le raccourci pour le chat. Comme ça, j'ai juste le chat normalement. Yes! Nice, nice, nice. Alors, normalement, pour voir est-ce qu'il veut bien s'afficher. Ah, si tu peux mettre un petit message pour voir. Ouais, ça marche. Nickel. Donc, je vais pouvoir fermer je vais pouvoir fermer l'onglet sur mon PC. Nickel. J'ai le chat en visuel ici. J'ai un chaton sur les genoux. Voilà la vision chat. Parce que c'est très important. Et voilà. Bon, bah, moi, c'est. Là, c'est bon. Ah, je suis posée. On va pouvoir. On peut commencer à. Alors, par contre, j'ai pas le. Du coup, j'ai plus le visuel sur combien il y a de gens qui sont là. Donc. Je sais pas, est-ce qu'on attend encore un peu? Est-ce qu'on se lance maintenant?
activité de gaming en parallèle, donc. Bien sûr, de pouvoir tout le temps écrire, on est 4. Ouais, bah, 4 pour commencer un de mes lives, je pense que c'est énorme. Bah écoute, enfin, de toute façon, je pense que je vais déjà remettre un peu de contexte sur qu'est-ce que je stream ce soir, parce que bah c'est... Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un live, j'ai perdu les réflexes. Et du coup, ouais, non, j'ai demandé à Azure pour savoir qu'est-ce qu'on streamait. Et du coup, a été décidé de streamer, bah, du coup, de streamer une de mes présentations que j'avais faites pour la fac. Donc, du coup, c'était pour ma troisième année de licence. On devait faire 2 présentations, une par semestre en anglais. Et donc, c'est pour ça que le texte des diapos sera en anglais, mais je vais faire le texte en français, du coup. Parce que bah, je vais pas forcément m'embêter à parler anglais là maintenant, même si ça serait faisable. Et puis, c'est toujours plus agréable de pouvoir parler dans sa langue maternelle. Mais donc, du coup, voilà. Ça, donc, c'est sur... Oui, bon, bah non, mais je ne parle pas gallois. Je connais 2, 3 mots et voilà, c'est tout. Mais justement, c'est dans les différents sujets que j'aurais pu reprendre de ce que j'ai abordé à la fac, il y avait justement bah, l'étude l'étude comparative. Et donc, du coup, bah, est-ce qu'on peut reconstruire des langues uniquement par ce qui a été parlé auparavant? Et du coup, est-ce que, voilà, c'est le thème de la présentation que j'avais lancé, c'était quelle était la langue qui était parlée par l'homme de Cro-Magnon. Donc c'était il y a déjà un petit bout de temps. Les premiers, euh, les premiers hommes les premiers homo sapiens sont apparus il y a 100 000, 200 000 ans, donc ça date. Mais donc c'était donc on va voir si on peut remonter aussi loin. Alors voilà, la présentation par contre elle a été faite en quelle année? Il y a longtemps maintenant. 2017, je crois. Il y a moyen. J'étais en L3, ouais, c'est ça, en 2017. Donc, du coup, voire même non, en 2016. Et donc, cette présentation, elle est pas toute jeune. Ma connaissance, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés depuis 2017. De nouveautés par rapport à quoi, en fait? Par rapport à... Parce que moi, de ce que j'ai appris pas mal depuis 2017, donc je vais pouvoir en plus corriger en direct ce que j'avais écrit. Mais du coup, là, mais oui, il y a sûrement eu des trucs qui ont été publiés, qui sont parus. Mais voilà, en fonction de mes connaissances actuelles sur le sujet, je commenterai de toute façon la présentation pour vous donner une version la plus à jour par rapport à ce que je peux dire actuellement. Donc du coup, forcément, on part sur une définition de la langue. Qu'est-ce que c'est une langue? Donc j'avais repris les divisions de l'Oxford Dictionary. Donc un corpus de mots avec un ensemble de méthodes pour les combiner, donc cet ensemble de méthodes, c'est appelé une grammaire, qui est comprise par une communauté et issue afin de communiquer, et utilisée afin de communiquer. Il y a aussi la, la définition de la capacité à communiquer en utilisant des mots, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues, en vrai, même qui n'est pas forcément le cas de tous les langages, puisque par exemple, si on prend la langue des signes et les différentes langues des signes qui existent, c'est une communication sans mots. Mais c'est vrai que la majorité des personnes étant entendantes, la majorité des langues et des langages se forment à partir de mots
oralisé. Et donc, du coup, dernière possibilité, c'est l'ensemble des sons, des signes et ou des signaux par lesquels les animaux communiquent et par lesquels, certaines fois, on considère que les plantes communiquent. Donc voilà, donc il y a le langage. Donc là, c'est plus dans la définition de langage. C'est vrai qu'en anglais, langue et langage, c'est le même mot. En français, on a deux mots différents. C'est un petit peu, il y a un petit peu de différence là-dessus. Et donc, du coup, on va essayer de remonter au fur et à mesure. Donc, on va partir déjà pour faire un petit aperçu de la langue anglaise, donc, qui est parlée actuellement en Angleterre et dans pas mal de pays du monde. Donc, qui est une langue qui est apparue 550, 1066, c'était donc l'English, donc le vieil anglais anglo-saxon, qui a commencé, donc qui a été importé dans les îles britanniques par les invasions germaniques, donc que ce soit les Angles, les Saxes, il y a eu, les Anglais et les Saxes forcément, puisque c'était les Anglo-Saxons, il y a eu des Danois, il y a eu des Norvégiens, il y a eu énormément d'invasions pendant ces 500 ans, mais c'est toute la période qui a vraiment hérité d'un héritage germanique. Or, on verra après qu'il y a eu plusieurs branches qui se sont divisées, mais voilà, l'anglais a commencé à être écrit avec les runes. Donc là, on voit un exemple de Futhark, qui est, je crois, le moyen Futhark. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bossé mes runes. Donc, voilà. Si jamais, quelqu'un sait, quelqu'un peut dire au niveau des runes, parce que c'est pas, j'avoue, c'est pas ma spécialité. Ensuite, il faut attendre l'invasion normande avec Guillaume le Conquérant en 1066 pour qu'on entre dans la partie du moyen anglais. Et donc, du coup, pas révisé mes runes depuis genre 6 ans. Il n'y a pas de souci, c'est pareil, moi j'ai pas révisé depuis, je crois, encore plus longtemps, donc c'est pour ça, c'est. Les runes, je me suis intéressée comme ça, mais sans plus. Donc du coup, ouais, le moyen anglais il va commencer avec l'invasion normande et donc forcément donc Guillaume le Conquérant qui arrive en Angleterre depuis la Normandie et qui importe une langue principalement romane, la langue d'Oil de Normandie qui était parlée à l'époque, qui est une langue assez proche du francilien de l'époque et tout ce mélange de langue d'Oil, pour faire très simple, va donner dans le futur le français que nous on connaît. Et donc du coup, ça fait que on a l'aristocratie qui commence à parler français, ou en tout cas normand, le peuple, la classe populaire qui parle anglais, en tout cas qui parle des dialectes germaniques, et du coup, on va avoir un mélange des deux, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'influence de l'anglais de l'anglais, du français sur la langue anglaise, et qu'il y a énormément de mots qui sont issus du français, ou en tout cas du moyen français, et des dialectes français. L'anglais moderne naissant, donc c'est la période suivante, c'est la période notamment de Shakespeare, c'est là où ça commence à être écrit, enfin c'était déjà écrit avant, mais c'est là où on a vraiment une pluralité de l'écriture, puisque l'écriture se développe, on arrive à la période où la presse, la presse imprimée se développe, et c'est également le moment où on a le grand changement vocalique. Donc, le fait que l'orthographe était instable, ça c'est plus voilà, sur le début de la période. Ça va commencer à se standardiser année 1500, entre 1500 au XVIe siècle, justement par l'imprimerie, puisque une fois qu'on peut presser et
imprimer de la même manière, on va pouvoir avoir une manière beaucoup plus simple d'écrire et de rendre une langue. Et c'est vrai que si jusqu'ici, tu avais énormément de choses qui avaient été changées en fonction de là où vivaient les gens, qui écrivaient quand ils savaient écrire plus ou moins comme ils parlaient, c'est standardisé pour tout le monde dans ce courant-là, et arrive le grand changement vocalique, qui fait que au 15e, 16e siècle, l'anglais était écrit de manière très logique. Oui, je sais, quand on voit l'anglais aujourd'hui, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, mais l'anglais était écrit de manière assez logique et on écrivait de la manière dont les choses se prononçaient. Donc, par exemple, là, on voit que le mot qui s'écrivait B-A-T-E, c'est le A, ça représentait la voyelle longue A. Donc, c'était bat. Et pour simplifier, alors, le grand changement vocalique peut s'expliquer par plusieurs hypothèses, notamment le fait que il y a eu énormément de pertes humaines pendant la peste noire, mais ça, c'est pas forcément ce sur quoi je m'étendrai là sur le sujet parce que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise non plus, j'ai pas forcément envie de dire trop de conneries, mais notamment voilà le grand changement vocalique qui a fait que toutes les voyelles de l'anglais se sont mises à changer très rapidement. C'est-à-dire en moins de 200 ans, on est passé d'un système qui était très très logique, entre guillemets, à quelque chose qui avait complètement tout chamboulé. Donc là, on a l'exemple par exemple de euh, donc bat qui au début va se prononcer bête, mais ça, le L long, c'était la prononciation donc, du mot B-E-A-T qui était bête, mais qui va partir, lui, à B-E-E-T, bête, qui lui-même part vers bite. Donc, c'était la manière dont était prononcé B-I-T-E, qui lui va être prononcé bite maintenant. Alors, ça ne s'est pas modifié tout d'un coup comme ça, mais notamment le fait que le I long au début se prononçait bien comme I, c'était beat, et ça a fini par dériver en. Ça a commencé à diphtonguer en I, puis en œil, puis en aïe, pour simplifier. Et de la même manière, donc là, on a l'exemple de le mot pour B-O-A-T qui se prononçait bot, qui a fini par dériver vers boat, puis le O long boat qui a dérivé vers boot, qui était la manière dont on prononçait B-O-U-T, mais qui lui a plutôt dérivé vers out, donc comme dans bout. Mais voilà, le grand changement vocalique, il ne se résume pas que à ça. Et d'ailleurs, il y a certains dialectes de l'anglais qui n'ont pas eu toutes les modifications du grand changement vocalique. Il y en a même certains, alors qui sont très minoritaires, mais qui n'ont pas subi le grand changement vocalique. Mais peut-être que j'y reviendrai dans un autre moment sur le grand changement vocalique parce que c'est super intéressant, mais assez compliqué à expliquer juste là en 2 minutes. Donc, c'est pas forcément, c'est pas forcément ce que je vais pouvoir. Il faudrait que je m'y attarde sur une vidéo entière. Donc voilà. Mais pour résumer, c'est vraiment le fait que l'orthographe de l'anglais s'est fixée à peu près à l'époque de Shakespeare, peut-être un peu après, et en même temps, la prononciation a commencé à dériver. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un anglais qui a une prononciation qui est absolument pas prédictible. Et on arrive donc à peu près depuis 1700. Alors, il y a eu des changements dans les dialectes, hein, bien sûr. L'évolution a continué depuis 1700, mais on arrive à la période de l'anglais moderne, c'est-à-dire à partir de 1700, on peut à peu près comprendre l'anglais qui est parlé sans problème. Donc, courant du 18e, donc 1700-1800, on a le début de la divergence entre les dialectes britanniques et américains. Alors, américain, c'est très vague puisqu'il y a encore plusieurs branches de dialectes. Donc, c'est compliqué.
En fait, chaque diapositive ici pourrait être le sujet d'une vidéo de 30-40 minutes. Donc, je vais éviter de trop m'y étendre pour essayer d'avancer un peu quand même. Et du coup, alors, 2016, quand j'ai publié ça, c'était une langue qui avait 400 millions de locuteurs natifs et entre 700 millions et 1 milliard de personnes qui la parlent comme langue étrangère, comme langue vivante. Ce qui est quand même assez énorme, mais qui est, en fonction des statistiques, encore aujourd'hui, entre la première place et la deuxième place par rapport au mandarin. Et donc, du coup, bah, de l'histoire de l'anglais, on déduit qu'il y a une grande connexion et similarité entre le français et l'anglais, notamment bah, au niveau du vocabulaire. Il y a énormément de mots sur cette page qui sont des mots anglais mais qu'on peut reconnaître. Par exemple, language, family, interconnection, vocabulary, person, modern, vulgar, c'est ages, voilà, c'est des mots qui sont, alors qui soit viennent justement de ce lien de par le français et les dialectes anglo-normands en anglais, soit qui vient d'encore plus loin, mais je ne vais pas spoiler, on va y arriver. Et donc, on a cette similarité entre les deux langues, mais pourtant, pour une personne française, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais ou même l'espagnol ou l'italien que l'allemand, par exemple. Alors que c'est un peu l'inverse. Pour un allemand, ça sera plus simple d'apprendre l'anglais ou le néerlandais que l'espagnol ou l'italien. Donc, je pense que je vous apprends rien. Et donc, du coup, il y a un truc qu'on sait, puisque c'est documenté et on a les traces de l'évolution au cours de l'histoire, c'est que toutes les langues comme espagnol, italien, français, portugais viennent du latin, donc qui descendent du latin vulgaire, donc du latin populaire, qui était parlé au début du Moyen-Âge, donc pendant la basse antiquité et le haut Moyen-Âge, et qui ont fini par dériver vers les premières racines du proto-roman. Donc du coup, on peut commencer à se demander si les langues sont connectées les unes aux autres. Si c'est pas la première fois que vous discutez avec moi, c'est quelque chose que j'en ai sûrement parlé, donc voilà, c'est tout de suite et bon café. Donc du coup, on peut se demander est-ce que les langues sont liées les unes aux autres et de quoi est-ce que ça dépend? Est-ce que ça dépend de l'endroit d'où elles viennent? Est-ce que ça dépend de l'endroit où elles sont parlées? Est-ce que ça dépend de la manière dont sont prononcées les choses? Ou est-ce que ça dépend de leur vocabulaire? Ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Ou est-ce qu'il y a certaines hypothèses qui sont plus fortes que d'autres? Etc. etc. Donc, il faut tester les choses. Ah, et là, on arrive justement à la première étape où j'ai 6 extraits, donc 6 extraits audio que je vais vous passer. Et il faudra me dire lequel est l'intrus. Voilà. Il y a un lien logique entre 5 des extraits audio et il y a un extrait audio qui est un intrus et qu'il faut trouver. Je suis désolée si je me répète un peu, je suis un peu stressée de reprendre les lives. Donc, mais ça fait plaisir d'être là et de pouvoir être avec vous. Alors, du coup, on va permettre à ça de faire du son. Et du coup, là, normalement... Hello, I'm Brian Andrews reporting from Bogota. While the world celebrates the rescue of the Chilean miners, there's another rescue effort underway involving miners in Colombia. This is happening in Tasco, Boyacá. There was a collapse in a small coal mine 3 days ago. 2 miners are still missing.
Voilà, donc je préférais pas parler pendant l'audio pour pas perturber. Donc bonsoir Boscodons, ça fait plaisir de voir des gens. Donc j'espère que vous avez entendu. Dites-moi s'il y a eu du son ou s'il faut que je re-règle des trucs. Parce que ça serait un peu dommage de faire un test audio si l'audio n'est pas là. Ok, nickel. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'était l'extrait numéro 1. Je vais vous mettre l'extrait numéro 2. C'est parti. Kun innostuin Chileistä opiskeluaikoina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, no sehän vaati vain paljon käytännön testaamista, että lopulta päästiin tähän pisteeseen, että tällaisesta ruokakasviseinästä jokainen voi saada sen oman palstansa sinne asunnon sisälle, jota ympärivuotisesti viljellä. Et du coup, ouais, j'évite de parler pendant les extraits audio pour éviter voilà, de perturber, pour éviter qu'il y ait deux sons en même temps. Du coup, si tout est bon, on passe au troisième extrait. Donc, je rappelle, hein, le but, c'est de... Il y a 6 extraits audio, 5 qui ont un point commun, un intrus. Il faut découvrir lequel des 6 est l'intrus. God kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Også ingen i vår tid har hørt Ole Bull spille fele, og ingen vet derfor hvordan den magiske tonen hans hørtes ut. 2 unge norske fiolinister har jaktet på svaret i flere år. Det førte dem helt til Israel. Ah. Donc, pour l'instant. Ah ouais, vous faisiez ça en langue étrangère? Si tu veux en discuter dans le chat, moi, franchement, ça m'intéresserait. Ça te fait penser à du danois. Ok, ça c'est très intéressant. Donc du coup, 4e extrait. Bundespräsidenten Wulff wird heute eine Vorentscheidung erwartet. Das Landgericht Hannover hatte angekündigt, die Beweisaufnahme schließen zu wollen und noch im Januar ein Urteil zu sprechen. Dagegen wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweisanträge stellt. Ça, je pense que certains ont directement reconnu parce que les études. Allez, le 5e, c'est Mon petit kiff. Fían siglir undir íslenskum fána og eru afrekin ekkert venjuleg. Þann 7. ágúst tókst honum ásamt áhöfn að róa 7200 kílómetra frá Ástralíu til Afríku á 587 dögum og 11 klukkustundum á 2 tonna bát. Et le dernier. Alors, je veux bien savoir pourquoi ça t'a fait penser à du flamand. Et je donnerai pas je donnerai pas les réponses avant de donner tout, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a fait penser à ça. Van smaak kunt laten veranderen. Klinkt als science fiction, maar binnenkort is het werkelijkheid, realiteit moet ik zeggen. Het zijn voorbeelden van zogeheten nanotechnologie. Een ontwikkeling waar alleen al dit jaar wereldwijd 1500 miljard euro in omgaat. Voilà, donc là, vous avez eu les 6 extraits. Je peux en repasser si vous le souhaitez. Donc, il va falloir voter sur qui est l'intrus. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est juste un sentiment vraiment d'instinct, il y a pas de souci non plus, hein. Des fois, il y a des trucs, on les entend, on se fait, ça me fait penser à ça. Et on ne s'explique pas forcément, donc non, il n'y a pas de souci. C'était juste s'il y avait une réflexion derrière, que ça m'aurait intéressé de savoir.
Alors, effectivement, c'est. Alors, ça, c'est pas tricher ou c'est pas vous gâcher le truc de donner l'idée. C'est 6 extraits de journaux télévisés que j'ai repris sur Internet. J'ai coupé en plein milieu de phrases pour avoir vraiment une idée principale et d'avoir la même longueur. Mais voilà, c'est 6 journaux télévisés dans 6 langues différentes, bien sûr. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de langues germaniques. Ben, il y a 5 langues germaniques dans le tas, puisque c'est le moment des réponses. On va voir si vous avez eu la bonne intuition. L'intrus, c'était le numéro 2. Alors, c'était tous des langues germaniques, comme j'ai dit, sauf le finnois. Et le fait que le numéro 3 t'ait fait penser au danois, je trouve ça très intéressant parce que du coup, c'est le norvégien qui est très proche du danois. Même si la prononciation diffère un peu, c'est des langues qui sont très très proches au point que pour certains linguistes, c'est 2 dialectes d'une même langue. Et donc le 5e qui t'a fait penser à du flamand, c'était de l'islandais. Le néerlandais, donc le flamand est un dialecte ou une manière de parler le néerlandais dans les Flandres. C'était la numéro 6. Et donc du coup, oui, vous avez reconnu en numéro 4 l'allemand. Du coup, ça c'était le test audio. Maintenant, j'ai un test de lecture. Alors, normalement, c'est pas un test pour savoir est-ce que vous arrivez à lire. Ça, j'espère que c'est OK. Et au pire, si c'est pas OK, bah, désolé de faire ce test-là parce que bah, vous ne pourrez pas participer. Mais c'est le même principe. Là, cette fois, il n'y a que 4 et il n'y a que 4 extraits d'articles, donc qui sont des articles Wikipédia. Enfin, des extraits d'un article Wikipédia, du coup, dans 4 langues. Et il faut trouver, encore une fois, quels 3 ont un point commun et laquelle est l'intrus. Et au pire, effectivement, c'est au niveau de la lecture, je peux fournir peut-être une lecture, alors qui ne sera pas parfaite, parce que je ne parle aucune de ces langues, ou presque. J'ai 2-3 bases par-ci par-là, mais je ne comprends pas forcément ce que je dis. Et donc, du coup, je peux faire une lecture au besoin. Mais là, c'est vrai que le test est plus basé sur le ressenti au niveau de la lecture et de la ressemblance graphique. J'attends pour l'instant que vous me donniez vos théories dans le chat. Je vais un peu reposer ma voix et en attendant, je vais descendre la caméra pour que vous ayez le point de vue. Si tu veux que je fasse une lecture des textes, je peux.
En même temps, j'ai envie de proposer la meilleure expérience de live. Donc, si c'est pas forcément agréable de lire, je vais pas vous imposer ça. Mais allez, on va basculer en caméra. Moi, le chat, ce sera pour tout à l'heure s'il dort toujours et qu'il décide de rester là. Et du coup, est-ce qu'il y a une idée sur de ces quatre-là qui est l'intrus? Alors, ça part sur la 3 pour l'instant. Effectivement, c'est... Quand je l'avais fait faire, il y a énormément de gens qui m'ont dit aussi la 3. Ah, je vois que ça, c'est deux langues soit que tu parles, soit que tu comprends aisément. Parce qu'effectivement, je crois que je les ai piqués dans ces parties-là de l'article. Donc, mais ça remonte à il y a longtemps, donc je ne pourrais pas dire exactement. Mais en soi, c'est pas étonnant que ça soit les deux, que le 1 et le 2 soient ceux qui soient compris, que le 3 et le 4 soient ceux qui posent le plus de problèmes. Parce que du coup, donc, on va passer à l'explication donc, de qui est l'intrus parmi tout cela. Donc, effectivement, le 1, c'est de l'espagnol. Le 2, c'est de l'italien. Et donc, du coup, l'intrus se trouve entre le 3 et le 4. Et ben, c'était le numéro 4. Le 3, c'est du roumain. Donc, qui est la langue qui est la langue romane qui est peut-être la plus différente et la plus exilée par rapport aux autres langues romanes et qui donc a énormément d'emprunts bizarres, entre guillemets, qui a énormément d'emprunts aux Slaves et qui donc du coup ne ressemble pas forcément plus que ça aux langues romanes, comme l'italien, l'espagnol ou le français ou le portugais qui ont, en étant assez proches géographiquement et en ayant gardé des liens historiques assez forts, ont permis de se développer ensemble et d'avoir un niveau d'intercompréhension élevé, alors que le roumain qui était séparé géographiquement et historiquement du reste des autres langues romanes s'est développé un peu dans son coin. Et donc du coup, la numéro 4, alors je la remets juste pour le visuel, c'est une de mes conlangues. C'est une de mes toutes premières conlangues, donc, qui est la Aelfalinga, donc, qui est une de mes langues elfiques pour mon ancien projet de roman. Peut-être un jour je reprendrai, mais je pense pas. Mais qui est faite justement pour s'inspirer des langues romanes. Il y a moyen que tu la connaisses parce que c'est celle que je maîtrise vraiment le plus encore parmi mes langues construites. Et c'est celle qui est vraiment la plus développée. La Roumanie n'a pas évolué sur la Méditerranée, a une influence culturelle très différente, je dirais. Effectivement, il y a moyen que ça joue. Et donc, ouais, dans ma conlangue, donc là, l'exemple 4, c'est une langue que j'ai spécialement construite, et c'est pour ça que j'ai choisi là en exemple d'intrus, que j'ai spécialement construite pour que ça ressemble à une langue romane, mais pour autant, vu que j'ai pas étudié d'autres langues romanes que ma langue maternelle, le français, il y a beaucoup, beaucoup d'emprunts aux langues germaniques dedans. Et au niveau de la grammaire, ça fonctionne beaucoup comme les langues germaniques.
Mais pareil, ça, je pense que je pourrais en parler pendant tout un live. Et ça pourrait être très intéressant. Du coup, si on en revient à mon speech et à mon blabla, donc, toutes les langues là qu'on a vues, elles descendent principalement du latin. Donc là, on a un petit arc, un petit schéma de l'ancien Empire romain, donc à son apogée en 117. Ça me fait penser au mélange d'italien et d'espagnol utilisé pour Just Cause 3. J'avoue que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas dire. Et donc du coup, là, donc là, on a les drapeaux qui vont représenter les communautés linguistiques. Donc, on a le français, l'occitan, le catalan, l'espagnol, le portugais sur la gauche. Donc, ce sont plutôt les langues avec le romanche, donc avec le drapeau suisse, le romanche, qui sont plutôt les langues romanes occidentales. On a donc le Vatican qui techniquement parle toujours latin, mais le latin est plus une langue morte aujourd'hui et qui est une langue liturgique qui est encore utilisée pour les cérémonies, mais personne ne la parle nativement. L'italien, alors, qui ne sont pas représentés ici, mais il y a le sarde, le sicilien, le corse, qui, ça, sont des langues du sud, les langues romanes méridionales. Et on a le roumain, tout seul dans son coin. Et effectivement, il y avait toute une partie, alors, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur se promener sur la carte, mais voilà, toute la partie de la Dalmatie, de la Dace, de la Dacie, étaient des territoires qui parlaient des langues romanes, ou en tout cas un mélange de langues locales et de langues romanes, et qui ont été complètement envahis après la chute de l'Empire romain, et qui donc du coup ont complètement coupé la Roumanie et le roumain du reste des langues romanes. Et alors, pour l'exemple, pour voir qu'il y a quand même énormément de ressemblances au niveau de comment ça se passe, le mot annus, donc qui veut dire année, voilà, on l'a en français, c'est ce mot-là. Alors, à ne pas confondre avec le même, avec un seul N, qui veut dire exactement la même chose en latin qu'en français, donc je ne vais pas le préciser. Où on a du coup le latin annus, le français année, l'espagnol año, le portugais anno, l'italien anno, l'occitan annada, le catalan agne, le roumain an et le romanche on. Les Balkans ont eu des langues romanes où ils ont gardé le grec. Alors les Balkans ont eu des langues romanes et alors j'avoue que je ne connais pas non plus complètement l'histoire des Balkans, voire je la connais très peu. Donc je ne pourrais pas forcément m'étendre pour éviter de dire trop de conneries, mais il y a eu des langues romanes parlées dans les Balkans, puisque ça a été la période de l'Empire romain. Il y a eu des langues helléniques parlées dans les Balkans aussi, puisqu'il y a eu avant ça toute la période de l'Empire grec et de l'Empire macédonien, l'Empire des cités grecques, puis la nation grecque et l'Empire macédonien, notamment l'Empire d'Alexandre le Grand. Mais il y a eu, et aujourd'hui, c'est surtout des langues slaves. Et du coup, si on prend le même exemple avec donc le mot année, mais dans les langues germaniques, on voit qu'il y a un rapport assez flagrant sur ce mot-là, puisqu'il n'y est pas pour tous, parce que forcément, historiquement, il y a des emprunts par-ci, par-là, mais on peut prendre donc en allemand le mot Jahr, en anglais year, en danois or, qui se prononce d'ailleurs pareil en norvégien et en suédois, l'islandais aur, le néerlandais et l'afrikaans jaar et le scots year, qui décrivent le même mot. Et là, on voit un rapport vraiment logique et construit entre les mots. Le problème qu'on a, c'est que si l'arbre, on peut le reconstruire facilement pour les langues romanes, parce que le latin, on en a des traces écrites, on a toute l'histoire, ou presque toute l'histoire des Romains et de l'Empire romain pour reconstruire le latin, et tous les savants, les personnes cultivées qui ont écrit sur le fait que la jeune génération ne sait plus parler et fait des erreurs et prononce tel mot
de telle manière et pas de telle autre, alors qu'on devrait le prononcer de telle autre, on peut suivre justement l'évolution des langues romanes depuis le latin jusqu'au français, à l'espagnol, au portugais, etc. Le problème qu'on a par rapport aux langues germaniques, c'est que la langue qui sera à l'origine de cet arbre linguistique, elle n'a jamais été écrite. Les peuples germains de l'époque de cette langue théorique n'ont jamais écrit leur texte. Enfin, ils n'ont jamais écrit de texte, du coup, puisqu'il n'y avait pas leur texte, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, du coup, dans ces cas-là, pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler la langue, on va utiliser la méthode comparative. Donc, qui va être, en gros, très résumé, d'utiliser de voir quels sont les mots qui sont en commun dans des langues qu'on suppose étant reliées linguistiquement, génétiquement. Les boomers existent depuis l'Antiquité. Mais oui, il y a le fait qu'on se plaigne des générations suivantes, ça existe depuis l'Antiquité. Aristote écrivait dessus. Aristote écrivait sur le fait que la génération qui venait après lui ne savait plus profiter de la vie. Donc les boomers, c'est vraiment un concept qui date depuis que la société existe. Donc du coup, je disais oui, pour la méthode comparative, on prend les différentes langues, on va comparer d'où le nom de méthode comparative, on va comparer du vocabulaire en essayant de retracer à quel moment est-ce que on a la preuve historique, l'attestation historique que le mot est utilisé. Est-ce qu'on peut voir si c'est un emprunt à une autre langue qui est déjà documentée de l'époque? Et ensuite, donc, de reconstruire petit à petit pour se dire, alors, si ces deux mots-là, ils ont l'air apparentés, donc du coup, le mot qui vient avant devait ressembler à ça. Et du coup, de découler en diachronie, de faire une évolution étape par étape, de se dire qu'est-ce qui a pu évoluer dans la manière de parler des gens pour que tel mot devienne tel mot. Et donc du coup, de telle manière, de reconstruire le proto-germanique, qui est aussi appelé germanique commun en français. En littérature anglaise, c'est vrai que le common germanique est un peu utilisé, mais on utilise surtout la racine proto pour désigner les langues dont on n'a pas de traces écrites et qui sont juste purement théoriques. Il y a eu un Pascal Produce et ça prouve que l'humanité est foutue depuis le début. J'avoue que je ne connais pas, donc je ne sais pas. Donc du coup, ouais, les langues dont on n'a pas de traces écrites et qu'on est obligé de complètement reconstruire par supposition et avec un certain degré de certitude, on va les appeler proto quelque chose. Donc là, par exemple, la langue à l'origine des langues germaniques, c'est le proto-germanique. Et on pense qu'elle a été parlée entre moins 750 et moins 100 avant de fur et à mesure se développer, donc venu du Danemark et du sud de la Scandinavie pour s'étendre sur le nord de l'Europe et au fur et à mesure se développer dans l'espace, mais aussi se développer dans le temps et forcément diverger. Et il y avait plusieurs dialectes dès le IVe siècle, enfin, en tout cas c'est l'hypothèse qui est actuellement retenue. Et sur ce qu'on sait de l'évolution des langues germaniques, c'est qu'on le distingue en 3 branches. Il y a le germanique septentrional, donc qui est les langues qui sont issues principalement du vieux norrois et qui ont donné aujourd'hui le danois, le norvégien, le suédois, l'islandais, le féroïen. Donc qui peuvent être encore, du coup, là, comme on voit, divisés entre les langues germaniques septentrionales continentales, puisque elles sont apparues en Scandinavie et sur le continent européen,
et les langues germaniques septentrionales insulaires, qui elles ont été développées dans les îles. Ensuite, les langues germaniques occidentales, donc, qui sont donc la langue de lingua ionique, donc là d'où vient l'anglais, donc les anglo-saxons. On a également de ça le scot, donc qui est pas l'anglais écossais, qui est pas le Scottish English, mais qui est encore une langue à part et qui est pour certains considéré comme un dialecte de l'anglais. Et il y a également le frésien, qui est un dialecte du néerlandais, mais qui peut plus se rapprocher, enfin, pas forcément un dialecte du néerlandais, c'est pas forcément une bonne manière de parler de ça, mais qui est une langue proche du néerlandais, qui est parlée aux Pays-Bas, et qui est une langue du coup très proche de l'anglais, qui est peut-être la langue, avec le scot, la plus proche, la plus compréhensible pour un locuteur anglais. L'islandais pourrait pas servir de base pour l'âge. Je crois que la langue n'a que très peu évolué. Non. Alors effectivement, en fait, c'est vrai que l'islandais, on a des traces écrites de l'islandais qui permettent de voir que ça a très peu évolué, en tout cas très lentement au fur et à mesure des âges. Mais ça ne peut pas nous permettre forcément de savoir qu'est-ce qu'il y avait à la base, parce que on sait que pendant la période écrite de l'islandais, ça n'a pas énormément évolué, mais on ne sait pas avant si ça a évolué vite ou pas. Et la preuve que quelque chose peut évoluer très vite, c'est le grand changement vocalique qui a eu lieu en à peine 150 ans et qui aujourd'hui affecte l'anglais depuis 200-250 ans sans qu'il y ait eu plus de changements que ça. Donc, on ne peut pas vraiment dire, du fait que l'islandais n'ait pas évolué, on ne peut pas forcément dire, c'est là la racine des mots germaniques. Ça joue énormément. Il y a énormément de mots islandais qui sont proches du vieux norrois, et il y a énormément de mots du vieux norrois qui sont proches de ce qui a été reconstruit pour le proto-germanique, mais c'est pas non plus une correspondance 1-1. Et donc du coup, on a les deux dernières branches donc, des langues germaniques occidentales qui sont le haut-allemand, donc l'irminones, donc, qui est l'allemand, et le bas-allemand, qui est donc tout ce qui est néerlandais, l'afrikaans qui descend du néerlandais, qui descend des parlers des colons qui sont implantés en Afrique du Sud et qui parlaient néerlandais. Et la toute dernière branche des langues germaniques, c'est les langues germaniques orientales qui, elles, ont toutes disparu depuis le Moyen-Âge. Elles étaient sûrement encore parlées pendant le Moyen-Âge, mais elles ont fini par disparaître. Donc il y avait le vandale, le burgonde, le gothique, etc., etc. Donc, ça va sûrement faire mal aux yeux, encore une fois, mais voilà à quoi ça ressemble sûrement, enfin, quand je dis sûrement, c'est actuellement, on pense que le proto-germanique, c'est ça. Je vais reformuler. Le proto-germanique, c'est ça. C'est la reconstruction qu'on en a faite. Après, on ne sait pas si c'est exactement ces mots-là qui étaient utilisés, qui étaient parlés, mais on a une très forte chance que ce soit proche de ça. Et donc, du coup, il y a certains mots qu'on peut encore reconnaître. Donc, par exemple, on a Equus, qui est le cheval, qui est apparent, qui est assez proche de Equus en latin. Le habde, qui est l'auxiliaire avoir, le had en anglais actuel. Woolo, qui est le wool, la laine. Ainano, qui est le 1, donc qui est proche de ein en allemand, et de one d'un certain point de vue en anglais.
Wagna, donc qui est le wagon. Et voilà, je ne vais pas forcément faire tout le texte, mais il y a énormément de ressemblances et on peut, voilà, si vous cherchez des exemples de reconstruction du proto-germanique, on peut voir une ressemblance, alors lointaine avec l'anglais parce que l'anglais a énormément évolué, mais avec d'autres langues germaniques qui sont restées un peu plus proches que l'anglais de ça. Disparaître dans le sens où les habitants ont fini par en adopter une autre, ou dans le sens où elles ont tellement évolué qu'elles sont radicalement différentes. Non, elles ont disparu dans le sens où c'est devenu des langues mortes. Les habitants ont soit adopté d'autres langues, soit sont tous morts. Oui, je sais, c'est pas forcément joyeux, mais voilà. Alors là, la première phrase qui est complètement fausse, et je ne sais pas ce que j'avais fumé pour écrire ça, mais les langues comme le proto-germanique ne sont pas écrites en API. Alors, l'API, c'est ce qui sert à écrire le titre là, de la diapo, The International Phonetic Alphabet, mais l'API, il sert à retranscrire les sons. Pour retranscrire les phonèmes des langues comme le proto-germanique, et effectivement, on va utiliser l'API. Mais de la même manière que pour retranscrire les phonèmes du français ou de l'anglais, les linguistes utilisent l'API. L'IPA, c'est aussi des biens. Effectivement, oui, je sais, c'est... Mais pour moi, IPA ou API, ça restera principalement l'alphabet phonétique international avant tout. Mais donc, ouais, le proto-germanique était absolument pas écrit. Enfin, n'était absolument pas écrit, point. Ça, on l'a dit, il n'était pas écrit. Mais il est absolument pas écrit pour les besoins de la littérature linguistique en API. D'ailleurs, là, on voit que ça, c'est un des standards proposés d'écriture du proto-germanique, et c'est pas de l'API. Il y a effectivement des lettres qui empruntent à l'API, notamment qui ont des ogonek, des macrons, il y a le thorn, il y a différentes lettres comme ça, mais l'API sert complètement à autre chose. Et je pense que du coup, j'en parlerai à un autre moment de l'API, mais on va passer. Et on va s'attarder du coup sur... effectivement, oui, cœur de linguiste, je sais. Donc, on va passer sur, du coup, si on reconstruit dans le temps et dans l'histoire par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on peut reconstruire avec les langues qui existent encore aujourd'hui, on va pouvoir reconstruire pour les langues celtiques par le proto-celtique, donc les langues celtiques qui sont encore aujourd'hui le gallois, le gaélique écossais, le gaélique irlandais, le manxois, le néocornique et le breton, mais qui présentaient énormément d'autres langues auparavant. Je retiens que le proto-germanique est une façon de faire la bière. Après, allemand, bière, voilà. Hein. Pour rester dans les clichés. Le proto-germanique, du coup, on en a parlé. Le proto-baltique, donc, qui va permettre, donc, les langues baltiques, il en existe deux encore aujourd'hui. Donc, il y a le letton et le lituanien. L'estonien est une langue complètement à part. Le proto-slavique qui va donner, ou le proto-slave qui va donner, du coup, les langues slaves, donc le russe, l'ukrainien, le polonais, le tchèque, le serbe, le macédonien, le bulgare, etc., etc. Et le proto-hellénique qui a donné le grec ancien, puis le grec moderne. Et donc, on en a parlé pareil avant. Donc, du proto-italique est descendu plein de langues, dont le latin. Et la seule langue italique qui était encore parlée, c'était le latin. Et c'est pour ça que toutes les langues romanes aujourd'hui qui existent descendent du latin. Et donc la question, c'est, ok, on est remonté à cette étape-là, est-ce qu'on peut aller un stade plus loin? Bien sûr qu'on peut, sinon, j'aurais pas fait toute cette présentation. Et donc, on a une hypothèse sur qu'est-ce qu'il y avait avant tout ça, notamment
par la reconstruction. Donc c'était Sir William Jones qui, en 1786, a émis cette hypothèse d'un ancêtre aux langues d'Europe et du sous-continent indien, parce que en étudiant le latin, en étudiant le grec ancien et le sanskrit, qui est du coup qui est la langue liturgique, un peu comme le latin à l'époque de Jones, qui était la langue liturgique pour l'hindouisme, qui était du coup une ancienne langue, pareil dans le continent indien, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ressemblances entre ces langues anciennes, un peu de la même manière que le français, l'espagnol, l'italien avaient des ressemblances entre elles parce qu'elles venaient du latin. Et du coup, c'est à peu près à cette époque aussi que s'est dégagée l'hypothèse des langues germaniques. Et donc du coup, on a commencé à faire l'idée que les langues d'Europe, presque toutes, là vous voyez qu'il y a 2-3 langues qui sont pas prises en compte dans le truc, mais que les langues d'Europe, elles sont issues d'un même rameau commun, donc qui est le proto-indo-européen. Et du coup, c'est les langues d'Inde et d'Europe, donc c'est les langues indo-européennes. Et c'est un arbre gigantesque qui s'étend, donc voilà, 400 langues minimum. En fonction des comptes, ça peut monter même jusqu'à 600, 700, voire plus. Et qui sont divisées du coup en plusieurs familles. Celles qu'on a déjà citées à la diapo d'avant, mais d'autres encore. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin? Non, allez, bisous. Oui, j'avoue que j'aurais pu terminer ma présentation comme ça et dire bon merci de m'avoir suivi pour rien. Non, mais c'est quand même intéressant de vous faire la présentation. Hé, tu te calmes toi. Si tu veux pas être sage, tu fais un bisou et tu t'en vas. Du coup, on voit donc là sur le schéma que j'ai fait que on a donc les langues celtiques, italiques, germaniques, baltes, slaves, helléniques, l'albanais. Alors, AGE c'est le tocarien, je crois. On a les langues iraniennes, INC c'est les langues iraniennes, et IRA c'est les langues indo-ariennes, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, à la reconstruction des différentes hypothèses qui ont été émises au fur et à mesure du temps, alors j'utilise le mot hypothèse, mais vraiment dans son sens scientifique. Donc c'est pas juste ah j'ai une idée comme ça, peut-être que ça se passe comme ça. Non, c'est de reconstruire et de s'appuyer sur des preuves, qu'elles soient historiques ou linguistiques, pour reconstruire la chose et avoir la plus forte probabilité d'avoir raison. Donc on a les langues celtiques et italiques qui dérivaient d'un rameau sûrement commun, donc qui étaient les langues italo-celtiques, puisque César notait dans ses mémoires que les langues gauloises étaient assez proches du latin. Donc il y avait sûrement un ancêtre commun un peu plus près que le proto-indo-européen. De la même manière, les langues baltes et les langues slaves, elles ont un ancêtre commun avant de rejoindre le proto-indo-européen, qui est sûrement relié au proto-germanique. Mais ça, là, j'ai plus trop d'infos, donc je vais éviter de trop m'étendre pour dire des bêtises. L'albanais et le grec sont reliés, mais de loin. L'albanais, c'est une langue qui est très spéciale, qui franchement, j'aime beaucoup, mais c'est vraiment spécial. Le HYQ, j'avoue que je sais plus du tout ce que c'est, alors je vais faire une recherche rapide pour éviter de dire des bêtises. Et du coup, de l'autre côté, les deux dernières, c'est les langues iraniennes et les langues indo-ariennes. Donc, iranienne, c'est toute la Perse, donc l'Iran actuel, qui parle, même si elles sont écrites dans l'abjad arabe, qui parlent des langues indo-européennes et qui, d'une certaine manière, sont assez compréhensibles pour nous, en tout cas plus que l'arabe.
Et les langues indo-aryennes, bah, c'est les langues du coup du sous-continent indien, donc du coup les langues de l'Inde. Et même si le nom, en fait, le nom arien a été utilisé au début en linguistique pour désigner les langues indo-européennes, faut se rappeler qu'on était fin du 18e, début du 19e siècle. Il n'y avait pas encore eu toute la montée de l'antisémitisme, du nazisme et de l'extrémisme qui faisait justement penser à ça, au fait que arien, aujourd'hui, nous, dans notre imaginaire collectif, c'est lié à l'Allemagne nazie. Là, à l'époque, on voulait sûrement recréer une histoire par rapport aux premiers ancêtres qui étaient sûrement, voilà, très bien, mais ça n'avait pas encore toute cette connotation. Ça en avait, on ne peut pas le nier, mais ça n'avait pas toute la connotation que ça a aujourd'hui. Et donc du coup, je voulais regarder, c'était ça. Alors, merci, ça ne m'aide pas. Effectivement, déjà 1 heure, mais en même temps, quand je m'emporte dans les trucs pour vous parler de choses qui me plaisent, je vois pas le temps passer. Alors, est-ce que... Mais je sais plus exactement ce que c'est le HYE. Alors, je sais qu'il y a d'autres rameaux du coup du proto-indo-européen, notamment le tokarien, qui sont des langues qui ont été parlées jusque en Asie, jusqu'au plateau chinois. Donc, ouest de la Chine, mais quand même sur une grande aire géographique. Il y a également toutes les langues du genre le hittite, les langues d'Asie mineure. Je vais regarder mon tableau. Donc il y a l'arménien. Il y a moyen que ça soit l'arménien, je ne suis pas sûre, mais il y a moyen. Il y a les langues thraco-illyriennes, le tokarien, les langues anatoliennes. Donc il y a plusieurs rameaux comme ça de langues qui sont plus ou moins éteints. L'arménien existe encore. Ça, c'est pas un souci du tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de langues là-dedans qui se sont éteintes parce que des conquêtes militaires, parce que elles n'ont pas été documentées et donc aujourd'hui on peut plus exactement, on en a moins de traces que ce qu'on voudrait. Je suis désolée s'il y a du bruit, il y a le chat qui joue dans un carton. Et donc du coup, on a plusieurs hypothèses de comment est-ce que les Indo-Européens sont venus. Bon, si vous n'entendez pas Philippe, tant mieux. Il me perturbe juste moi. Donc, comment est-ce qu'ils se sont étendus autour du bassin européen et indien? Donc, il est plus que probable qu'ils vivaient au bord de la mer Noire entre 5000 et 7500 avant notre ère et qu'ils se soient développés au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que si je ne montre pas... Voilà, donc, ce que vous voyez en arrière-plan, ce qui fait l'arrière-plan de mes lives à chaque fois, c'est une carte que j'ai reconstruite pour justement l'évolution des foyers de langue indo-européenne. Avec du coup le proto-indo-européen sur les bords de la mer Noire, puis qui se sont développés vers l'ouest sur l'albanais, le grec, les langues celtiques qui ont gagné ensuite les îles anglo-normandes, les langues italiques, les langues germaniques qui, pareil, ont gagné l'Angleterre et la Scandinavie. Vers le sud, les langues arméniennes et anatoliennes. Et vers l'est, au contraire, pareil, sur le plateau du Tibet, les langues tokariennes. Et plus vers le sud, les langues indo-iraniennes. Mais donc, du coup, de la même manière qu'on n'avait pas
on n'a pas de trace écrite du proto-germanique, mais l'écriture existait à l'époque, c'est pas un souci, c'est juste que eux n'écrivaient pas. Là, par contre, on a un problème, c'est que l'écriture de l'époque de l'écriture n'existait pas à l'époque du proto-indo-européen. Du tout. L'écriture est apparue beaucoup plus tard. Apparue à une époque où le proto-indo-européen avait déjà commencé à se développer en plusieurs dialectes, voire plusieurs branches de familles différentes. Et donc, du coup, avec la méthode comparative, en appliquant le même principe, mais avec, du coup, un peu moins de probabilité de certitude si on prend juste les mêmes mots, il va falloir recouper beaucoup plus large et avec beaucoup plus de précision et d'effort si on veut avoir la même chance de dire des trucs justes, mais on peut reconstruire des mots, des verbes, des constructions syntaxiques, etc., etc. Du coup, on a là un très beau tableau de ce à quoi pouvait sûrement ressembler la prononciation du proto-indo-européen. Donc, je vais faire les voyelles qui sont sur la droite parce que c'est le plus simple. On est sûr de... Enfin, quand je dis sûr, c'est très forte chance que, mais on est sûr qu'il y avait deux voyelles. Il y avait au moins une opposition entre une voyelle qui était à l'avant de la bouche, donc sûrement un « et une voyelle à l'arrière qui était sûrement un « o ». Il y a moyen qu'il y ait également un « a », donc qui soit une voyelle ouverte, indiquée vous voyez là, normalement. Et peut-être, en fonction des prononciations et en fonction des personnes et des linguistes qui reconstruisent et qui font les hypothèses, les voyelles fermées, i et ou. Mais c'est pas, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Quand je dis tout le monde, les linguistes qui sont spécialisés dans le proto-indo-européen sont pas forcément tous d'accord sur le i et le ou sur le a, mais par contre quasiment tout ce monde se met d'accord sur le et le o. Et du coup, de la même manière, on a différentes strates de consonnes. Donc, les nasales me et ne. La fricative, on a se. En liquide, il y avait donc sûrement une trille comme re, mais qui était peut-être juste battue re. Et une latérale, donc le. Et on ne sait pas, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu plus de débat sur le i et le ou en voyelle, c'est qu'on a les semi-voyelles ye et we, et il y a moyen que ce qui peut être construit comme une voyelle par certains linguistes, quand on étudie la manière dont ça a évolué dans les langues figues, ce qui pourrait être construit comme un i, selon d'autres linguistes, pourrait être construit comme un ye, et ce qui pourrait être construit comme un ou peut peut-être être construit comme un we. Donc il y a une proximité entre les voyelles i et ou et les semi-voyelles ou semi-consonnes ye et we. Et donc forcément, on a moins de certitude sur celle-là. Allez, viens là, toi. Vas-y. Passe dans le champ. Tu fais juste des bêtises. Et ensuite, là, on arrive aux sons qui sont les plus communs, entre guillemets, linguistiquement, en tout cas dans les langues indo-européennes. Et c'est pour ça que on pense que ils y sont. Donc, c'est les occlusives, donc celles qui explosent. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, elles sont aussi appelées plosives. Et qui font une occlusion, une fermeture de la bouche et du canal vocal. Donc, pe, te, que. Avec, sûrement pour cette dernière, des variations donc, entre une labiale, donc quoi, prononcer du coup le que, mais avec les lèvres en même temps, donc quoi, et sûrement une palatale, donc qui est prononcée avec le palais, donc plus proche d'un y, donc kia ou kia.
Et bah, on a ces trois consonnes-là, peut, que, qui sont dévoisées, qui ne font pas vibrer les cordes vocales. On a leur équivalent voisé, qui font vibrer les cordes vocales. Donc, b, de, g, avec du coup gue et g. Et parce que c'est une différenciation qui a lieu dans les langues indo-iraniennes notamment, une distinction avec des voisés aspirés. Donc, b, de, g, gue, g. Que je prononce sûrement très mal parce que c'est vraiment pas mes consonnes de prédilection parce qu'elles sont pas en français ou dans des langues que je parle. Et les trois dernières qui sont les laryngales. Les laryngales, c'est le gros bazar. J'avoue que je pense pour plus de simplicité dans mon tableau et surtout par rapport à l'auditoire que j'avais et du fait que je ne maîtrisais pas complètement ce que je racontais, ce qui n'est toujours pas le cas, mais je maîtrise déjà mieux. Les laryngales, je l'avais simplifié avec 3 sons, donc là, qui sont symbolisés en h, h, h. Le truc, c'est que les laryngales, elles sont notées vraiment aujourd'hui encore dans la manière dont on retranscrit l'indo-européen. Je reviens juste, le chat est monté sur la télé. Tu descends là, toi? Non, mais Léo. Tu sais quoi? Va aller dehors. Non, mais Léo, c'est... On peut même plus faire des lives tranquillement. Faut que monsieur le chat il nous dérange. Allez, tu sors. Tu rentreras tout à l'heure quand tu seras sage. Voilà. Donc oui, du coup, ce que je disais, c'est que sur les reconstructions du proto-indo-européen, les laryngales, elles sont notées H1, H2, H3 parce que vu que c'est des sons qui viennent vraiment du fond de la gorge, bah, du larynx, et que en fonction des hypothèses, elles sont liées à une manière de modifier les sons autour d'eux pour notamment peut-être produire le A ou le E et le O en fonction du contexte. C'est franchement assez compliqué. J'avoue que j'ai pas tout compris sur les laryngales, mais c'est des sons où il n'y a pas de consensus sur à quel son ça correspondait. Certains pensent qu'effectivement c'est E, R, E. Il y en a qui pensent qu'il y avait peut-être le E aspiré comme en anglais, mais il n'y a pas de consensus sur ces 3 consonnes-là. Alors, un essai de texte qui est pas forcément une comptine, mais une fable. Voilà. Une fable qui était peut-être racontée à l'époque parce que elle fait partie un peu de la mythologie indo-européenne, avec du coup le dieu Ouronos et tout ce qui est autour. Donc c'est un texte qui a été reconstruit, bien sûr. On a dit il n'y a pas de trace écrite de cette langue, mais on pense que c'est potentiellement quelque chose qui a pu se raconter. Peut-être pas ce texte-là précisément, mais l'idée générale. Et donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que en faisant la comparaison, la linguistique comparée, la méthode comparative, on peut sûrement voir quels sont les mots qui viennent du proto-indo-européen en disant ils doivent être pratiquement partout les mêmes ou à la limite ils ont dévié avec l'évolution linguistique, mais ils doivent se ressembler. Et donc si le mot on le retrouve commun à énormément de langues avec des variations et des évolutions, des mutations qui sont prévisibles en fonction des mutations qui ont eu lieu et des règles qu'on connaît, on peut s'attendre justement à ce que le mot existait à l'époque et donc faisait partie de la culture.
Au contraire, des mots qui sont beaucoup plus récents au niveau de l'attestation, des mots qui n'ont pas encore trop évolué ou des mots qui sont vraiment identiques dans toutes les langues et que ça ne puisse pas se prédire par des mutations, que ça soit entre guillemets des exceptions, ça a plus de chances d'être des emprunts et donc du coup des mots récents. Par exemple, le mot pour maison, donc house, house, hus, huis, hus, hus, casa, casa, etc. On va voir que le casa et le house, ils sont liés, il y a un lien entre les deux, et que du coup, le mot pour maison, il vient sûrement du proto-indo-européen. Par contre, le mot pour ordinateur, là, je prends un exemple dont on sait qu'il est issu du XXe siècle, qu'il est récent, mais le mot pour ordinateur, il est assez commun dans toutes les langues, notamment les langues qui vont emprunter de l'anglais computer, qui du coup ont emprunté tel quel, et le mot ne suit pas les règles logiques de mutation de la langue en question. On peut se douter que les Indo-Européens n'avaient pas d'ordinateur et que donc du coup, si le mot n'existait pas, c'est qu'ils n'avaient pas besoin du mot pour décrire la chose et que la chose, ils ne l'avaient pas. Et alors, on va parler d'un de mes exemples favoris de mutation, de mutation phonétique par rapport au proto-indo-européen, la loi de Grimm. Et c'est les mêmes Grimm que les frères Grimm qui ont fait les contes. Parce que, en plus d'être des auteurs qui ont collecté les contes de leur époque, c'était des putains de linguistes. Alors, peut-être pas linguiste dans le sens où on entend aujourd'hui, parce que la discipline s'est beaucoup développée après, mais qui étudiait la langue. Et donc, du coup, la loi de Grimm, qu'on connaît aussi sous le nom de la première mutation consonantique en germanique, c'est une mutation qui a affecté le proto-germanique au moment, qui a affecté le proto-germanique pas au moment où il s'est détaché du proto-indo-européen pour faire son rameau à lui, mais plutôt dans le sens où c'est à partir de cette mutation et à partir d'autres de la même époque qu'on va commencer à pouvoir distinguer entre le reste des langues indo-européennes et les langues germaniques. Et du coup, cette mutation, donc, elle concerne les consonnes, donc PTK, KW, BDG, GW et BDG, KW, dont on parlait tout à l'heure. Cette mutation, elle va faire qu'on va avoir, dans un premier temps, une assimilation des consonnes aspirées et non aspirées. Donc, les consonnes, alors là, je ne l'ai pas forcément représenté au milieu, mais dans l'idée, c'est que les langues germaniques vont perdre l'aspiration. Donc, B, D, G et P, D, G, quoi? J'arrive pas du tout à prononcer les aspirés, je pense que ça s'entend. Vont finir par se prononcer pareil. Au fur et à mesure de l'évolution, en arrivant au proto-germanique, elles vont se prononcer pareil. Donc, il n'y a plus de différence entre B et B, par exemple. Ça prononce toutes les deux B. Ensuite, on va avoir une perte du caractère aspiré. Donc, là où on avait... Alors, c'est pas super bien représenté, là je me rends compte. Mais l'idée est principalement là, mais l'idée représentée est fausse. Mais si ça peut donner l'idée, tant mieux. Mais alors c'est plus que voilà, on va avoir la mutation, donc on va avoir les consonnes. Tout à l'heure j'ai dit que B, D, G, G et B, D, G, quoi, je vais arrêter de les prononcer, c'est très chiant. C'était assimilé. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus de distinction, mais notamment aussi parce que B, D, G, G
vont se dévoiser, donc se prononcer pe, te, que, quoi, tandis que les aspirés vont se désaspirer, donc vont perdre le H, donc vont passer à be, de, ge, gwe. Donc ce qui fait que on a perdu toutes les consonnes aspirées et on gagne la place pour tout un nouvel ensemble de phonèmes. Donc les anciens pe, te, que, quoi, ils vont muter en un nouvel ensemble de phonèmes. Et ce nouvel ensemble, ça va être des innovations que le proto-indo-européen n'avait sûrement pas, ou en tout cas pas à ces endroits-là. Et c'est donc les consonnes P, qui est donc proche du feu, mais avec les deux lèvres, P, qu'on retrouve dans les langues germaniques. Donc il y a en islandais où on l'a encore, en anglais, et dans les autres langues, il a fini par se perdre, mais il était sûrement dès le proto-germanique. Et ensuite, re et hua. Et du coup, ce son re va finir en anglais par s'adoucir en he, alors que le hua va lui évoluer vers hua, qui va être du coup le WH. Et c'est notamment, alors, c'est ce qui peut expliquer notamment le fait que si on prend des exemples pour voir un peu à quoi ça pourrait correspondre, on aurait le mot pour père en anglais qui est father, qui donnerait en latin c'est pater. Et on a justement les deux premières consonnes, pe et te, pater, father, father. On a ce lien. Et du coup, donc, on parlait tout à l'heure de maison, donc casa. Donc, avec cette mutation, ça devrait donner house. Et donc, ça va donner house. Et si on prend pour l'exemple du quoi, qui va être quoi, c'est l'exemple de quoi ou qui va donner what. Ou du qui, donc qui en latin, qui va donner who. Et donc en fait, là où on croit repérer aujourd'hui des incohérences ou des exceptions, des irrégularités, ça suit un pattern. Et je trouve ça génial. Et c'est pour ça que franchement, la loi de Grimm, c'est beau. Donc du coup, les Indo-Européens, il y a sûrement dans leur concept des maisons, des dors, oui bien sûr, donc des portes, des toits. D'ailleurs, le mot pour porte, donc door en anglais, est lié à un mot en sanskrit qui veut dire arbre ou écorce. Donc, on est resté dans le champ lexical du bois. On a donc des mots pour roue, pour chariot, pour wagon, des mots qui concernent les animaux de la ferme, des mots pour des techniques, genre l'agriculture, les champs, les récoltes, les fields des crops qui sont deux mots pour champ en français, donc le bétail, le lait, la laine, les habits, etc., etc. Et notamment le fait qu'il y avait sûrement dans l'imaginaire collectif et la mythologie un dieu du ciel, donc un père spirituel, un père céleste, qui était donc sûrement Diaus Pitar, qui peut dériver en Zeupater, donc qui va pouvoir donner Zeus, donc Zeus, qui va pouvoir donner Jupiter, donc Jupiter, et qui est l'idée du dieu qui contrôle tout. Et là, on arrive à la partie beaucoup plus controversée. Je ne vais pas m'étendre, en plus on est presque à la fin. Mais est-ce qu'on peut remonter encore plus loin? Là, on voit tout sur la droite, peut-être pas tout à droite, l'Indo-européen. L'idée, c'est est-ce qu'on peut reconstruire pour prendre toutes les familles de langues qu'on a actuellement, faire de la méthode comparative pour remonter l'arbre de l'évolution de la langue et remonter jusqu'au début, jusqu'à
la proto-langue universelle, le proto-sapiens ou le proto-monde, est-ce qu'on peut remonter jusqu'à la toute première langue parlée? Alors, si jamais cette langue existe, on ne sait absolument pas à quoi elle pouvait, enfin, comment est-ce qu'on pouvait la parler. On ne sait absolument pas les sons qui pouvait y avoir. À la limite, on peut juste dire des banalités terribles, genre c'est une langue qui avait des voyelles et des consonnes et qui utilisait des voyelles et des consonnes ensemble pour former des syllabes. Merci, c'est un peu le principe d'une langue. Mais les hypothèses de macrofamilles qui sont reconstruites comme ça, c'est quelque chose qui est énormément débattu en linguistique. Il y en a qui, justement, essayent d'appliquer la méthode comparative vraiment partout et qui, des fois on a des exemples. Alors, j'ai plus le nom, malheureusement. Je vais le chercher parce que c'est très intéressant, justement, pour les langues. Parce qu'une des familles qui était d'ailleurs présente sur qui est la troisième en partant de la droite, la famille des langues altaïques, c'est une famille qui fait encore débat actuellement en linguistique. Et quand je dis qu'il fait débat, c'est même plus que elle n'est pas considérée comme une famille phylogénétique à proprement parler. C'est pas une famille de langues qui sont issues d'un même ancêtre commun. Alors, je vais chercher les taïques, puisque ça, je sais que c'est de lui que ça vient, l'hypothèse. C'est Roy Miller, c'est ça. Donc, c'est pas lui qui a fait l'hypothèse des langues altaïques, mais c'est lui qui a vraiment commencé à développer la chose. Donc, dans les années 70. Et donc, l'idée derrière les langues altaïques, c'est, ok, on a des traces du proto-indo-européen. Et quand je dis on a des traces, c'est de dire, on a des traces dans les langues filles qui existent aujourd'hui, que c'est une langue qui a sûrement existé et qui fait sens. Donc, on doit pouvoir retrouver la même chose pour d'autres familles de langues, et notamment les langues d'Asie. Alors, pas de toute l'Asie, mais les langues, genre la famille des langues mongoles, la famille des langues turques, la famille des langues japoniques, la famille des langues coréennes. Et de faire des comparaisons comme ça, alors, en utilisant la méthode comparative et en disant, ok, le mot pour, par exemple, arbre, c'est ça, dans les différentes langues. Est-ce qu'on a un point commun? Le problème de raisonner comme ça directement, c'est que des fois, en se persuadant que notre hypothèse est bonne, on finit par la prouver parce qu'on cherche à la prouver et qu'on a un biais de confirmation. En fait, quand on voit quelque chose, on ne se dit pas que ça peut être juste le hasard ou alors c'est des emprunts. On se dit, non, c'est mon hypothèse. Ce qui n'est pas forcément une très bonne démarche scientifique à adopter. Qui n'est pas une démarche scientifique et qui n'est pas une démarche à adopter. Point. Et donc, du coup, les langues altaïques, elles sont débattues là-dessus parce qu'il y en a qui considèrent que la famille altaïque fait sens, qu'on a des racines étymologiques et des racines génétiques au niveau de la langue qui peuvent remonter pour expliquer la divergence de toutes ces langues, alors que pour d'autres linguistes, la famille altaïque, elle ne fait pas sens génétiquement parce qu'elle fait plus sens en termes de ce sont des langues qui ont évolué dans le même endroit et qui donc du coup ont échangé les unes avec les autres, mais qui ne sont pas liées par un ancêtre commun. Et donc du coup, là, ce tableau, c'est
en fonction du point de vue sur la question, mais si on suit le consensus en linguistique actuelle, du bullshit. Donc j'aime bien aussi finir un peu sur des notes, voilà, un peu comme ça. Mais voilà, ce tableau, il faut le prendre avec énormément de pincettes, dans le sens où ça regroupe toutes les familles de langues au monde. Des fois même, on a vu, donc en parlant de l'exemple des langues altaïques, des familles qui ne sont même pas forcément attestées partout et qui font encore débat. Et ces familles-là, on a dit peut-être que si on prend la méthode comparative, on peut reconstruire les choses et on peut remonter plus loin, mais il y a un moment où on va se heurter à un problème, c'est que on va finir d'une par reconstruire par rapport à des reconstructions, ce qui n'est pas forcément évident, et de deux, on a des emprunts qui sont faits d'une langue à l'autre, pour lesquels il faut faire attention aux emprunts, il faut faire attention au fait que tous les mots qu'on met dans la théorie et dans notre lexique, ils font sens et qu'ils puissent soutenir l'hypothèse. Et voilà, il y a énormément de débats qui ont animé les macro-familles, donc le fait de regrouper des familles de langues. On a parlé de langue altaïque, mais il y a également une hypothèse encore plus large, celle des langues nostratiques, donc qui sont plus ou moins toutes les langues d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie, ce qui fait quand même un grand éventail. Donc en y combinant aux langues indo-européennes et aux langues altaïques, les langues ouraliques, et ça, c'est genre de la pseudo-science, c'est pas de la linguistique. Pour l'instant, on n'a pas de preuve du tout que ça puisse marcher comme ça, et même plutôt, on a des preuves que c'est des coïncidences, des emprunts, ou juste, voilà, non, ça marche pas. Et il y a... Aujourd'hui, on ne sait même pas comment est-ce que le langage est apparu. On ne sait pas si... On sait que les chimpanzés ne parlent pas, ou en tout cas ne vocalisent pas comme nous. Donc, vu que le chimpanzé génétiquement est notre plus proche ancêtre commun, on estime que si toute l'humanité parle, mais que le chimpanzé ne parle pas, il y a de fortes chances que le langage se soit développé sur le rameau humain uniquement et pas qu'il ait évolué avant au niveau de l'ancêtre commun, puis qu'il ait disparu au niveau de la branche des chimpanzés. Donc, ça nous donne une idée du fait que le langage, c'est quelque chose qui est apparu au plus plutôt, il y a 7 millions, 6 millions d'années, mais c'est déjà très loin dans le passé. Là, j'ai envie de dire, le proto-indo-européen qu'on reconstruit avec assez de sûreté au niveau de nos hypothèses, il a que 7000 ans. Donc, 7000 ans comparé à 6 millions d'années, c'est 1000 fois plus. Donc là, on partirait complètement sur des hypothèses complètement barrées. Mais voilà, on sait que le langage est apparu au fur et à mesure. On sait que au plus, c'est un phénomène qui a 6-7 millions d'années, mais peut-être que c'est beaucoup plus récent, peut-être que ça touche uniquement des humains récents, comme par exemple l'Homo sapiens. Et peut-être qu'il y a eu une langue unique, mais peut-être également que, alors, il y a eu des méthodes de communication, des langages, mais qu'une vraie langue et un vrai dialogue ne s'est formé que après la sortie de l'homme moderne d'Afrique, d'Homo sapiens d'Afrique, et que on ait eu différents foyers de langue qui se soient développés autour du monde. Donc ça, voilà, on ne sait pas exactement, et donc du coup,
je pense que comparé à la présentation que j'avais faite il y a déjà 6 ans, je pense que c'est la, la nuance que j'apporterai. On ne sait pas vraiment, on peut pas dire avec certitude ce qui s'est passé sur des échelles linguistiques aussi longues. Mais je t'en prie, et ouais, j'ai hâte de faire le prochain, et en plus, bah, là, j'arrive à la fin de toute façon. Donc, bah, bisous. Mais donc, ouais, là, enfin, vraiment, voilà, la nuance que je voudrais apporter, c'est peut-être, mais un peut-être sur lequel on peut même pas mettre de probabilité tellement on n'a pas de preuves pour avancer ça. Peut-être qu'effectivement, toutes les langues sont issues d'une même langue à la base. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'on a plusieurs foyers de langues qui se sont développés au fur et à mesure, pardon, en même temps, à différents endroits du monde. Donc c'est deux hypothèses qui sont débattues encore aujourd'hui en linguistique, la monoglottogenèse et la polyglottogenèse. Et donc du coup, voilà, donc là je parlais un peu des langues nostratiques, mais on a dit les macrofamilles, c'est caca. On n'a pas de preuves appuyées par des études revues par des pairs que ça marche. Peut-être qu'il y aura de l'évolution dans le futur. On ne peut pas prévoir ce que l'avenir nous réserve. Mais à l'heure actuelle, voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu plusieurs langues en même temps. Peut-être qu'il y en a une seule. C'est un point de vue purement personnel, mais j'aimerais bien penser qu'il y en a eu qu'une seule. Mais voilà, peut-être que je me trompe complètement. Et c'est pas parce que c'est mon idée que j'ai envie de l'imposer aux autres. Mais du coup, je pense que ça va finir cette longue présentation qui a duré quasiment 2 heures. Oh, je suis désolée que ça ait duré aussi longtemps, mais je suis très contente d'être restée en live aussi longtemps avec vous. Du coup, je vais... ça, je peux l'enlever. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais aller boire un petit verre d'eau. Donc là, je coupe pas le live, mais je reviens d'ici 2 minutes. Et je vais peut-être rester encore 5... Ouais, allez, peut-être pas 10 minutes, mais 5 minutes en live, si jamais il y a des gens qui veulent discuter, qui ont des questions pour continuer, pour développer sur ce qu'on a pu dire. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il en est si je rouvre le chat là? Ok. Bah du coup, s'il n'y a plus personne qui interagit, je vais m'arrêter là, je pense. Merci d'être passé. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci d'être venu au début pour ceux qui sont venus au début.
Et comme j'ai dit, bah, merci d'être passé pour ceux qui sont juste passés. C'était franchement cool. J'ai un peu décroché à la fin, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était franchement, c'est. Et je suis désolée, c'était très très long. C'est aussi, c'est le souci de quand je parle de linguistique, c'est que je, je dérive sur plein de sujets. Et alors c'est très cool, mais du coup, bah, ça prend énormément de temps. Mais du coup, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nouvelle année. Et puis, bah, en espérant vous revoir très bientôt en 2022 pour d'autres lives. Bisous!